Hey, salut Charles, bienvenue au GoCast. Bon matin, bon matin. Comment ça roule? Ça va comme un lundi, comme un lundi. On s'introduit qui on est, pourquoi on parle ici, d'où tu viens, ce que tu fais, ce que t'aimes. J'ai grandi à Montréal pas mal toute ma vie. Je me suis sauvé sur la rive sud parce que tout est en construction à Montréal. J'ai découvert très tard que j'étais dyslexique, ce qui expliquait mon petit problème à l'école d'être très mauvais en français et autres, ce Ah qui est ouais, c'est toujours vrai, le cas. diagnostiqué puis tout? Ouais, j'avais 18-19 ans. Je m'assignais un TDA, des trucs de même, parce que j'étais Ouais, mauvais. clairement. C'est juste que je comprenais rien, là. J'inverse les P, les B, les V, les F. Bref. Donc, l'école, pour moi, ça a toujours été difficile. J'ai décidé de faire un AEC, un peu juste pour avoir plus qu'un diplôme secondaire, dans une école privée. C'était réseau de programmation et télécom, je pense, un truc du genre. Puis j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui avait un intérêt aussi pour le hacking. Puis c'est là qu'on a été faire notre première compétition il y a de cela 15-16 ans. Puis c'était une compétition à Québec qui s'appelle le Hackfest. C'est Ah, là que c'était j'ai fait mon Hackfest, ok, premier cool. Ouais, CTF. Ouais. ouais. De fil en aiguille, parler avec des gens, j'ai fini par joindre l'organisation. J'ai organisé pendant 6 ans des challenges là-bas. J'ai fini par avoir un emploi dans la cyber, puis depuis ça, j'ai juste jamais arrêté. Donc, j'essaie toujours d'être actif, d'arriver avec des nouvelles techniques, des nouvelles approches. Je me spécialise beaucoup dans le red team maintenant, là, parce que c'est quand même quelque chose d'important. La détection, c'était pas quelque chose qui était vraiment parlé il y a 10-15 ans, mais de plus en plus maintenant, tu veux aussi assurer que tes clients ont une bonne détection, une bonne capacité de détection. C'est sûr que ça amène certains défis parce que les attaquants sont opportunistiques. Eux, ils trouvent quelque chose de vulnérable, ils rentrent, tandis que nous, on se fait assigner un client qui a un désir d'être plus sécure. Donc, généralement, il y a des trucs qui sont mis en place pour ça. Donc, c'est sûr que dans un contexte de red team, on se doit d'être plus sophistiqué, malheureusement. Puis c'est drôle parce que si tu regardes, là, dans le temps, on apprenait des attaquants. Les techniques, maintenant, c'est l'inverse. Les attaquants malicieux, là, apprennent de nous parce qu'on n'a pas le choix d'être sophistiqué. Donc, il y a vraiment, je trouve, un shift dans l'industrie par rapport à ça qui est intéressant, mais ça nous tient occupés, c'est sûr. Donc, ça m'a rappelé, tu sais, pour être efficace en défense, il faut que tu ailles 100. C'est pas comme à l'école, il faut que tu ailles 60 et plus, tu passes. Puis à l'inverse, quand tu es l'attaquant, il s'agit que tu réussisses une fois sur 1 million, puis tu gagnes. Tu sais, fait qu'il y a comme un déséquilibre assez intense à ce niveau-là. Puis j'ai énormément de respect pour les gens dans le Blue Team aussi, exactement pour cette raison-là, c'est d'avoir des yeux partout, puis on est aussi limité par les outils qu'on a. Des fois, tu veux essayer de détecter des trucs, mais t'as juste pas la capacité. Puis le problème, là, c'est que tout est dispendieux, tout ce qui est produits de sécurité sont dispendieux. Tu regardes les Vrai? un exemple parfait, Microsoft avec les licences E5 pour le cloud. Si tu veux avoir tes logs graphes, il faut que tu payes un espèce de tiers plus élevé, sinon tu les as pas. Fait que je trouve ça plate un peu que Microsoft tienne en otage tes données d'un point de vue sécurité pour être capable d'aller intégrer ça dans leurs outils, mais c'est une réalité moderne. J'imagine que c'est une business comme un autre. Pas si tu es familier avec le programme eSIF, là, mais tu sais, tout le monde est comme, hey, je peux faire financer mes services Microsoft pour optimiser mon stack. C'est gratuit, les services, mais après, c'est que tu consommes plus dans Azure. Puis là, ben, ta facture Azure de l'année d'après, c'est Exact. comme, oh, t'as peu, Ça là. devient de plus en plus dépendant de leurs services à eux. Donc après ça, tu un peu un otage. Puis c'est ça qu'on voit avec le cloud. Il y a 10 ans, c'était cheap, mais ça fait juste monter à chaque fois. Les gens sont, là, revenir on-prem, c'est trop compliqué, trop cher, trop dispendieux. Donc les gens restent là puis ils absorbent la facture. Ben, souviens-toi de la promesse du cloud, c'était ça. On va réduire votre coût, ça va bien aller, youpi. Là, c'est tout en double, dédupliqué, hybride, des skill sets complètement distincts à apprendre. Exact. Puis on disait aussi que ça allait être plus sécure parce que ça allait être le fournisseur qui allait s'occuper de tout ça. Mais la réalité, malheureusement, c'est qu'il y a des configurations par défaut qui sont généralement ouvertes. Puis ça aussi, on pourrait en parler pendant 260 heures. D'ailleurs, on est parlé un peu à CyberEcho. Il y a plein de vecteurs dans Azure que les gens ne savent même pas que ça existe, des configurations pour rendre ça plus robuste. Mais la documentation est tellement éparpillée partout parce que c'est tellement riche en fonctionnalités que les gens ne savent pas. Puis ça revient un peu à ce qu'on dit, éduquer les clients à travers des exercices Red Team, des pentests, des choses comme ça. Puis je pense que c'est vraiment la clé du monde moderne. On a changé beaucoup entre, tu sais, il y a 15 ans puis aujourd'hui, ça a évolué, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas mal pareil quand même, dans le sens Ah où, tu sais, oui. La technologie a évolué, mais si on regarde le nombre de breaches qu'on a à chaque semaine, tout est rendu connecté. Des trucs qu'on se serait jamais dit qui seraient connectés sont rendus connectés. Donc, on a du volume, on a accès à de l'information. L'information est beaucoup plus accessible qu'avant. Juste, par exemple, apprendre à pirater les plateformes en ligne comme la mienne, par exemple, ou les centaines d'autres personnes qui font du contenu en ligne. Il y a 10-15 ans, on n'avait pas ça. Maintenant, tu as des channels YouTube avec des centaines de milliers de subscribers qui montrent des techniques considérées quand même avancées. Donc aussi, c'est sûr que c'est plus accessible. La réalité,
c'est que pas tout le monde dans le monde écoute ces trucs-là, autant les gens avec des intentions malicieuses que des gens avec des intentions plus nobles. Effectivement, tu as raison. C'est peut-être pas j'ai commencé en tant que pen tester dans le temps où j'ai fait mes certifications au SANS Institute, GSEC. J'ai fait un peu parcours comme toi, là, à l'université ou fini avec ma bague Mmh. d'ingénieur. J'ai été un peu plus sinueux, mettons. On croisait du monde. Ah ouais, t'es un hacker. Le gars, il me dit, pourrais-tu hacker le permis de conduire de la SAC? Puis je l'ai perdu, puis pas capable de le réavoir. J'étais comme, mais je pense pas, non. Ouais, ça ou les demandes de «Peux-tu hacker le Facebook de mon ex?» ou des trucs comme ça. Puis ça, c'est un truc en vrai, dans un groupe moins connu, je vais avoir tendance à moins me présenter comme un pirate, là. Je vais être plus: «Je suis en TI, c'est boring, personne pose des questions» parce que justement, il y a des gens qui sont curieux de façon sincère parce que c'est juste quelque chose qu'ils connaissent pas. Des fois, tu read the room un peu puis tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus intéressés par l'aspect out là de ça. Comme j'ai toujours dit, la raison pourquoi je fais ça, moi, j'adore les puzzles. Ma passion dans la vie, c'est la chimie. J'aurais aimé ça faire de la recherche en chimie, mais ça prend un doctorat, fait que ça serait jamais arrivé dans mon cas. Mais j'aime ça, les puzzles, puis je vois toujours ça comme un puzzle. Tu me donnes un objectif, j'ai des morceaux à coller ensemble pour arriver à ma fin, fait que c'est vraiment ça. Mais il y en a, des fois, je pense qu'ils trouvent l'aspect un peu criminel de la chose, d'avoir accès à de Excitant. l'information sensible, exact, excitant. Mm. Dans les faits, la résultante, c'est pas le bout intéressant, c'est toujours le chemin, je trouve, qui est intéressant. Puis c'est ça que Ouais. souvent les gens négligent, là. Ah, j'ai brisé ce client-là en 2 heures. Ben, c'est pas toi qui est bon, c'est le client qui est extrêmement faible. Les meilleurs hacks, les meilleures histoires, c'est des mandats que ça a pris 7, 8, 10 jours à être capable d'arriver à ses fins parce qu'il y avait un niveau de complexité, il a fallu être créatif. Je trouve que c'est là que c'est beaucoup plus stimulant aussi. Ouais, clairement. Tu sais, on parle souvent de j'ai fait une attaque, puis ci, puis ça, mais tu sais, dans la réalité, quand tu as des mandats complexes, tu fais pas une attaque, tu vas chaîner des attaques Exact. ensemble dans l'objectif de. On parle jamais comme ça, tu sais. Dans le monde réel, toi, comment ça se présente, ce chaînement d'attaques-là? Ben, c'est ça qui est intéressant, puis encore là, c'est une conversation qui est beaucoup plus complexe, mais t'as les vulnerability assessments sont très classiques, genre on te roule un scan, on te donne 200 000 vulnérabilités, on dit que ton TLS est vulnérable, c'est 9,8, tu vas mourir demain. Dans les faits, il y a personne qui va aller faire ce genre d'acte de crypto-là souvent. Après ça, tu as des trucs qui sont super bas là-dedans que les pentests vont sortir, mais qui vont pas contextualiser. Fait que là, tu as une vulnérabilité qui est low. Généralement, la réalité, c'est que les gens vont s'occuper de tout ce qui est critique et haut élevé. Ce qui est en bas va être ignoré parce que c'est compliant. La réalité, c'est ça, c'est que ça devient intéressant dans les ratings parce que tu peux chaîner un paquet de trucs qui sont une sévérité plus faible, mais qui arrivent à un résultat critique. Puis c'est ça que j'adore des exercices de rating, c'est de contextualiser ça. Donc, souvent, dans des rapports de rating, on utilise vraiment cette vulnérabilité-là nous a permis d'arriver à compromettre quelque chose de critique, même si un scan t'aurait dit que c'est low, mais dans ton contexte à toi, ta réalité d'entreprise, ça, c'est critique. Puis c'est là, souvent, je pense que ça réveille les gestionnaires puis les gens qui sont plus hauts dans la hiérarchie à comprendre que même si ça fait 10 ans que c'est là qu'on dit que c'est faible, ben, ça a un réel impact si tu viens raconter une histoire intéressante avec ça. Puis je pense que les exercices de rating permettent de raconter cette histoire-là qui est souvent moins présente dans les Vulnerability Assessment ou les pentests plus traditionnels. Non, effectivement, c'est plus un narratif qui va construire une histoire versus de juste lire un one-time. Je sais plus à qui je parlais de ça, mais tu sais, ultimement, là, il y a bien des clients qui nous demandent de faire des tests d'intrusion année sur année. Ouais. Puis, il faut souvent la question, avez-vous lu celui de l'année passée? Parce que, il me semble qu'on vous repointe des affaires qui étaient déjà là, tu sais. Ouais, ben, si c'est pas critique pour eux, il y a pas un danger. Pour la plupart des clients, ce qui est médium est considéré comme étant pas un problème. Tu sais, c'est un peu ça aussi le problème de l'industrie. Si on regarde les CVE, outre le petit problème qu'on a eu avec le financement, cette année, on est rendu à 50 000 CVE. Comment veux-tu être capable d'identifier ce que tu dois prioriser dans ton entreprise? On doit être rendu à je sais pas combien de millions de CVE dans l'histoire. C'est aussi difficile des fois de comprendre la sévérité puis l'impact réel dans ton environnement parce qu'encore là, il y en a qui sont plus critiques que d'autres, d'autres moins. Donc, ça devient extrêmement difficile pour les clients. Puis je pense qu'encore là, c'est là que les services professionnels aussi les aident à les guider. Encore là, des red teams parce qu'on est capable de contextualiser, de dire on a atteint un objectif que tu considères comme étant critique, on a eu besoin de X, Y, Z pour se rendre là. C'est ça que tu devrais prioriser. Oui, tu as peut-être 120 autres millions de vulnérabilités, mais pour te rendre à tes données clients, c'est ceux-là on a utilisé. Donc, priorise ça en partant que ce soit Ouais. medium, high ou low. Dis-moi, c'est pas l'AI qui va fixer tout ça? Je penserais pas, non. Je penserais pas, non. Le fameux AI washing, on utilise Non, mais l'AI tu pour ça. sais, c'est comme tout, il y a du bon, il y a du bien. Je t'avouerais que moi, en toute transparence, ayant des problèmes d'écriture dus à ma dyslexie, je t'avouerais que corriger les fautes, les structures, c'est parfait pour moi, ça me Mhm. sauve énormément de temps. Mais de là à penser que l'AI va changer le monde, du moins pas dans sa forme à court terme. Ce que je trouve intéressant, par exemple, quand je fais des campagnes d'hameçonnage, c'est
aller collecter de l'information sur mon client. Peux-tu me donner un big picture de ce client-là? Est-ce qu'il y a des événements à venir? En votre cas, est-ce que GoSecure a un événement mondain dans un mois? Oui, parfait. Ah, ben, je pourrais me servir de ça, envoyer des invitations. Puis je trouve que l'AI permet d'aller chercher cette information-là plus rapidement. Le problème, ça me fait rire sur LinkedIn parce que tu vois de plus en plus de petits statuts qui sont là pour avoir des clics. Un des identificateurs faciles, c'est les long dash. Puis là, tu vois, les gens se parlent comme ça, le monde se répond avec ça. Fait que tu te rends compte qu'en fait, il n'y a plus d'humains qui se parlent dans tout ça. Dans un courriel de phishing, par exemple, l'aspect humain est important. Puis c'est ça qu'on oublie, c'est que l'AI fait des beaux textes qui sont faits pour être lus par des AI ou des académiques. Mais à la fin de la journée, ramenons un peu le côté humain. C'est ça qui marche, ça a toujours marché. On le sait. Écoute, on en a vu là, dans l'histoire de la vie des courriels de phishing qui étaient absolument atroces, mais qui donnent des résultats quand même. Des fois, c'est juste parce que c'est le volume. Donc, puis faut pas non plus que les gens tombent dans la facilité d'arrêter de réfléchir. Là. Des gens qui écris-moi ce tool-là, puis ça te génère du code qui marche à moitié. C'est important de comprendre. C'est pas d'utiliser l'outil, c'est de comprendre la technique. Si tu comprends la technique, après ça, tu es capable de la réimplémenter n'importe où. Puis justement, il y a 1 million d'outils, par exemple, avec Azure, Entra ID, tout ça. Puis en fait, tout ce que c'est des API web. Là. Peu importe le langage que tu utilises, si tu comprends ces API web, tu peux réimplémenter ça comme tu veux. Puis je pense que ça, c'est important aussi. C'est pas nécessairement quelque chose que l'AI va t'apprendre plus rapidement. C'est juste de la curiosité. Puis de prendre le temps de comprendre ce qu'on regarde et ce qu'on fait. Là. Clairement, je fais du pouce à ton idée. Ultimement, t'engages une compagnie, t'engages le know-how qu'il y a en arrière, pas les tools. Tout le monde les a, les tools. Mais quand c'est le temps de se comparer, si tu veux, tu sais, pourquoi je choisirais eux au lieu d'eux autres? Mais sur le datasheet, c'est pas écrit, là, Charles a un know-how plus efficace que cette autre personne-là. Ça reste, c'est sur réputation beaucoup. C'est drôle parce que je pense que la même chose s'applique au Blue Team aussi, dans le sens que c'est quelque chose que je dis souvent aux clients. Arrêtez d'acheter des outils. Engagez des gens, gardez l'intelligence à l'interne. Si quelqu'un s'en va, vous changez de produit, tout se perd. Si vous documentez, vous avez des humains qui ont fait des détections à l'interne, vous avez des outils comme ça vous permet d'avoir une meilleure détection. Puis justement, quand on fait des exercices Red Team avec des Purple, des trucs comme ça, on peut s'asseoir avec le client, lui dire regarde, on a fait ça, t'as pas détecté ça, on va aller fouiller avec toi, voir où ce qui mettait ça à l'interne. La réponse, c'est pas toujours un autre outil, ça peut être de configurer ce que tu as en place ou de comprendre. Pour ton point, c'est vraiment ça, c'est l'humain est important, puis on essaie toujours de remplacer l'humain par une machine ou un outil. Combien de fois je vois ça, là, Automated Red Teaming Solution. Quand tu te mets à creuser, en fait, c'est juste un scan à peu de choses près qui exploite tout, mais qui contextualise pas. Puis encore là, si la vulnérabilité est pas quelque chose qui est nécessairement obvious, ça le trouvera pas. Les meilleurs, c'est les business logic bugs. C'est à peu près impossible à trouver de façon automatisée. Donc, l'humain, lui, est capable de comprendre qu'il y a quelque chose dans un flow X qui fonctionne pas, qui te permettrait d'arriver à une exploitation. Donc, peut-être, oui, ça aide, mais ça couvre pas tout. Mais le problème, c'est que souvent, ces compagnies-là vont arriver avec les buzzwords de on va changer le monde, on couvre tout, tout est parfait. Puis je pense que c'est là aussi que ça devient problématique parce que le client, souvent, il ne sait pas. Puis ça revient un peu à ce que tu disais, c'est d'éduquer le client aussi, de faire comprendre que ces solutions, c'est pas nécessairement magique, d'arriver concrètement avec des exemples de pourquoi ça peut manquer, justement, parler de business logic bug, puis de trucs comme ça. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire en Vraiment. cyber, là, parce qu'il y a un peu de tout et de rien dans cette industrie-là. Tu sais, on est sur une pente montante là, dans la portion éducation, puisque tu as commencé il y a longtemps. Moi aussi, c'était trop pas ça dans le temps. Il y avait 3 produits, les passwords, puis c'était pas énorme. Tu sais, ça a tellement bougé. Je te pose une question un peu retour arrière. Si tu pouvais te parler à toi-même il y a 10 ans, quel advice tu te donnerais d'un point de vue carrière, évidemment? Là? Étant quelqu'un qui croit pas énormément en lui, je te dirais, j'ai passé beaucoup trop de temps à essayer de peaufiner mon art. Peut-être juste prendre le temps de respirer un peu plus, de touch grass, comme on dit, là, parce que j'en ai passé des heures, puis honnêtement, je suis pas vieux, mais je suis fatigué. Puis je pense que ça s'applique à tout le monde aussi. Puis je comprends aussi l'industrie, là, je vois souvent des posts passer par rapport, on engage un junior tester, il a besoin de 152 ans d'expérience, d'avoir piraté la NASA de façon active, puis ce genre de trucs-là. La réalité, c'est que c'est un milieu qui est difficile, mais en même temps, la meilleure façon d'apprendre, c'est de le toucher. Fait que je pense que ça prend juste quelqu'un qui te donne une chance de démontrer ce que tu es capable de faire. Puis c'est peut-être là que tu dois donner un coup un peu pour te démarquer. Puis ce que je dis souvent aux gens en ligne, c'est écrivez des articles, des blogs, comme ça, quand vous arrivez en entrevue, ben, vous dites, regarde, j'ai publié ça. Puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose never seen before, mais de montrer que tu as une présence. Déjà, ça aide à montrer ton écriture. Fait encore là, d'un côté rapport, des trucs comme ça donne une idée. La créativité, le willingness de go above and beyond aussi de ces gens-là. Fait que quand j'étais jeune, j'organisais des CTF pendant presque 12 ans. Un jour, je me suis dit, on pourrait faire une plateforme en ligne. Je me suis juste décidé un après-midi à coder ça. Évidemment, je m'attendais à ce qu'on soit
3-4 personnes là-dessus. On est rendu avec 50 000 membres. J'étais arrivé au point où j'étais juste plus capable de gérer cette plateforme-là parce que plus de ma job full-time, de faire des trainings. Fait que je pense que je me dirais, assis-toi puis respire, des fois, ça fait du bien. Ah, écoute, Charles, tu es un personnage important, classé selon moi dans les meilleurs, évidemment au niveau de la scène quasi nord-américaine, si pas mondiale. Ça a été un grand plaisir de te recevoir au GoCast, puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Yes, merci à toi, Julien. On s'appelle On des jeunes. Sans faute. Ciao.